Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie de cette belle occasion de rencontre. Nous allons vous présenter un travail portant sur le théâtre Galli. Alors, nous nous situons en Italie, tout précisément dans la région Émilie-Romagne, donc l'Italie du nord-est. Et comme vous pouvez le lire avec moi, le titre est le suivant: le théâtre Galli de Rimini chante à nouveau, un monument fils de 100 ans. Alors, cette maxime, ce renvoi célèbre à Marco Bloch va constituer notre fil rouge. Alors, pourquoi Marco Bloch? Marco Bloch, dans son apologie pour l'histoire ou métier d'historien écrit en 1943, écrivait que chacun, je cite, chacun d'entre nous est davantage fils de 100 ans, bien plus que de ses pairs. Alors, la remarque convient, d'après nous, aussi bien aux femmes qu'aux hommes qui ont traversé les générations, mais cela convient également à notre théâtre et au patrimoine architectural. Les biens portent les marques de leur temps, de leur époque, celle qui a assisté à leur naissance, donc l'architecte Luigi Poletti, à leur construction, ou pour mieux dire, pour le théâtre Galli de Rimini, leur reconstruction. C'est l'étude de cas donc, sur lequel nous allons porter. Alors, de prime abord, cela paraît une évidence, le fait donc que le patrimoine architectural soit donc fils de son époque. Mais lorsque nous parlons de ce théâtre, nous nous rapportons au théâtre Galli de Rimini, rien n'est acquis. Alors, certes, pour ceux qui relèvent des sections, des structures qui n'étaient pas endommagées par les bombardements, puisqu'il a été carrément victime d'un bombardement, deux bombardements de la part des Alliés. Pour ceux qui ont des sections donc, qui ont été préservées, les traits distinctifs de ce théâtre sont évidemment ceux de son père, appartiennent à son père. Et pour ce qui est de la partie reconstruite, les marques sont celles de la première décennie des années 2000. Il faut attendre les années 2000, donc de 1943 aux années 2000, l'intervalle est quand même d'envergure, pour atteindre les premiers travaux de véritable reconstruction. Et donc, le théâtre Galli est fils de l'atmosphère architecturale de ces années-là. Alors, paradoxalement, si le théâtre avait été reconstruit selon les plans du projet gagnant le concours d'idées qui avait été lancé dans les années 80 par la municipalité de Rimini, alors nous aurions eu fort probablement une œuvre architecturale imprégnée de modernisme. Le modèle qui a gagné, le modèle rebaptisé, est celui de la reconstruction du théâtre, d'un théâtre à l'italienne, comme il était, là où il était. Donc, retraçant fidèlement le dessin originel de l'architecte Poletti qui s'ouvre à nos yeux. Alors, nous nous sommes tout d'abord confrontés, vu l'intitulé donc de ce projet portant sur le patrimoine, et sur la réhabilitation donc du patrimoine architectural, du patrimoine culturel et de sa renaissance. Donc, nous nous sommes aperçus qu'il y a une terminologie spécifique aux deux pays qui nous intéressent, d'un côté l'Italie et de l'autre la France, et qui parfois se diversifient. Donc voilà pourquoi, dans notre première partie, nous nous situons du côté du code.
du côté du code du patrimoine et du côté du code des beni culturali e del paesaggio en Italie. Hein. Euh, nous avons vu, donc, en nous confrontons également avec les experts du secteur qui nous ont gentiment accompagnés donc, dans cette recherche documentaire sur la reconstruction du Teatro Galli, qu'une terminologie s'imposait parfois de la part des professionnels italiens. Alors, nous quittons ensuite les assises conceptuelles de cette première partie pour éclairer le parcours de vie du théâtre. Sous le signe de la maxime par laquelle nous avons ouvert cette communication de Marco Bloch, le théâtre fils de son temps. La corrélation forte que nous avons établie entre l'œuvre architecturale, son temps et ses conséquences constitue donc l'axe directeur de notre travail, et à savoir la reconstruction du Teatro Galli, qui est un véritable parcours du combattant. Alors, nous nous situons tout d'abord du côté du code du patrimoine en France. Et donc, il s'agit d'une petite analyse comparative sans aucune prétention d'exhaustivité entre le code du patrimoine et le codice dei beni culturali del paesaggio, code des biens culturels du paysage. Et nous remarquons d'emblée que le focus porte dès son intitulé, dès donc son nom, d'un côté sur le patrimoine pour le côté français et de l'autre sur les biens culturels, et tout en intégrant la valeur donc ajoutée du paysage. Alors, d'après un dépouillement vraiment systématique, nous avons remarqué que patrimoine, l'unité patrimoine, se lie à une panoplie d'adjectifs, puisque nous avons les colocations suivantes: patrimoine culturel, patrimoine rural, patrimoine linguistique, patrimoine archéologique, patrimoine mondial, patrimoine naturel, patrimoine architectural, patrimoine urbain et patrimoine paysager. Alors que le terme monument intervient dans les colocations suivantes: monument historique, monument national, monument naturel, monument mégalithique et monument classé. Et nous allons après ouvrir donc une petite précision, une petite digression sur donc l'importance du classement en France. Du côté italien du Codice dei beni culturali del paesaggio, il est étonnant de remarquer tout de suite que l'unité patrimoine revient à 40, avec 42 occurrences au total. Nous avons 40 occurrences de la colocation patrimonio culturale. Patrimoine culturel. Une seule occurrence pour patrimonio mondiale e in seule occurrence pour patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale, patrimoine historique de la Première Guerre mondiale. Remarquons qu'aucune mention n'est faite au patrimoine historique de la Seconde Guerre mondiale. Le terme patrimonio en italien se lie de manière indissociable avec culturale, culturel. Nous sommes allés, en raison du fait, et nous sommes allés chercher donc du côté du dictionnaire, que le terme patrimoine renvoie à la richesse qu'un individu possède à un moment donné et qui est exprimée en termes pécuniaires, en termes monétaires. La première acception, par contre, du terme patrimoine dans le dictionnaire Larousse est la suivante: le patrimoine est un bien qu'on tient par héritage de ses ascendants. Ce qui est considéré comme un bien propre, une richesse,
mais aussi ce qui est considéré comme l'héritage commun d'un groupe, à savoir le patrimoine culturel d'un pays. Donc, il y a une perception toute différente hein, du terme patrimoine et patrimoine dans les deux langues. Passons à la colocation monument. Alors, monumento nazionale, très rapidement, puisque nous savons que le focus est plutôt donc axé sur finalement le code du patrimoine français, mais en tout cas, monumento nazionale, un monument national, est, selon la loi italienne, une institution qui a été créée pour désigner un ensemble de normes et de mesures de protection des structures religieuses, tout d'abord. Donc, en 1866, lors de l'unification italienne, la dissolution et lors de la dissolution des États pontificaux, qui dominaient par ailleurs la région de l'Émilie-Romagne, du moins la partie de la Romagne, mais aussi l'Italie du centre jusqu'à Rome, a vécu sous les États pontificaux et donc, lors de l'unification italienne, on a ressenti le besoin de créer des monuments nationaux, des monuments nationaux, notamment pour les édifices religieux. Et donc, Monumento Nazionale est en Italie quelque chose qui de très symbolique pour l'histoire, pour sa valeur artistique est un bien politique. Par exemple, la maison natale de Giuseppe Verdi, le musicien Giuseppe Verdi. Passons du côté français, un monument historique bénéficie donc d'une protection assurée par le Centre des monuments nationaux et deux niveaux de protection existent en France. Alors, l'inscription, qui est une protection des monuments présentant un intérêt remarquable, mais à l'échelle régionale, contrairement au classement, protégeant les monuments présentant un intérêt à l'échelle de la nation et qui constitue ainsi le plus haut niveau de protection. Puis, nous avons l'objectif historique qui nous a interpellés, puisque les techniciens, les experts, les architectes, ingénieurs qui ont suivi le chantier et les travaux du Teatro Galli nous ont très souvent désigné le Teatro Galli en tant que théâtre storico. Or, Teatro Storico, et il est très intéressant puisque nous serons amenés à traduire par théâtre historique. Mais théâtre storico en Italie est considéré donc tout établissement issu avant les années 30 du XXe siècle. Or, aucune datation temporelle n'a été repérée du côté de la législation française pour qu'un théâtre soit défini d'intérêt historique. Donc, certes, nous connaissons le théâtre historique de Dumas, mais c'est une référence donc littéraire et c'est un véritable nom par rapport au théâtre historique. Donc, pour cette raison d'ambiguïté, hein, nous n'avons pas retenu la désignation théâtre historique. Et nous parlons tout le temps donc plutôt de patrimoine culturel, patrimoine historique, bien culturel et bien historique. Or, nous passons à notre deuxième partie et donc à notre focus. Rimini, le 19e siècle en Italie, le théâtre, qui est un symbole, qui est un véritable symbole du réveil des idéaux d'unité et de renaissance nationale. Alors, depuis l'époque romaine, alors là, je suis en train de vous présenter donc les plans de l'intérieur d'un théâtre à l'italienne d'après les dessins de Xavier Hu, que nous avons récupéré dans les archives Larousse, et un dessin du théâtre San Carlo de Naples, qui date du 1737. Oh, donc, Rimini, précisément, depuis l'époque romaine, possédait un majestueux amphithéâtre, comparable à un colisée pour ses dimensions. Il y a toujours eu un souhait d'équiper la ville d'une structure théâtrale publique, et cela depuis la fin du XVIIe siècle.
Après plusieurs tentatives, l'exigence d'un établissement donc représentatif et intégrant le tissu urbain fit mûrir la décision de construire un nouveau théâtre ayant pleine autonomie, aussi bien du point de vue architectural que fonctionnel. Or, il s'agit d'un théâtre à l'italienne. La digression s'impose sur l'histoire de l'architecture du théâtre à l'italienne, qui s'est développée entre le début du XVIe et la fin du XVIIIe siècle. Alors, au XVIIe siècle, au XVIe siècle, pardon, il n'y avait pas en Europe d'édifices consacrés exclusivement au spectacle théâtral. Les troupes de comédiens montaient leur tréteau, utilisaient des structures construites pour d'autres spectacles, ou étaient rattachés à une famille de nobles et se produisaient dans le théâtre de sa demeure. Alors, en Italie, il y a une réflexion sur l'espace théâtral qui conduisit à la réalisation d'une structure propre, désignée comme théâtre à l'italienne. Et son prototype, le théâtre Olimpico de Vicence, construit sur les plans d'Andrea Palladio à partir de 1580. Or, le théâtre à l'italienne présente les caractéristiques suivantes qui le distinguent des théâtres précédents. Tout d'abord, forme et taille de la salle de spectacle en fer de cheval. Nette séparation entre scène et public. On peut apercevoir qu'il y a un rideau de scène et un rideau de fer. Et enfin, disparition des gradins qui sont remplacés par les galeries, hein, et notamment les loges, les balcons, et plus tard, ce qu'on appelle le poulailler, et que on le distingue un peu mal, ma foi. Ici, le petit numéro 2 renvoie au poulailler, c'est-à-dire donc l'étage le plus haut et le plus inconfortable, finalement, qui posait également des problèmes de sécurité hein, lors de voilà, soucis, incendies, etc. Finalement, on remarque donc qu'il y a une transformation de l'espace théâtral qui est le fruit de la réflexion des architectes et également d'auteurs humanistes, puisqu'il y a cette transformation véritablement physique qui se fait en parallèle avec une évolution évidemment de la dramaturgie, puisqu'on a des formes de théâtre tout d'abord, avant, on avait des formes de théâtre qui étaient représentées à l'intérieur des palais et les pièces étaient fermées à l'intérieur. Et maintenant, on essaye de combiner, alors qu'il y avait aussi des pièces, des représentations dans des lieux publics comme les amphithéâtres ou des espaces à ciel ouvert. Et les architectes italiens donc combinent ces deux formes de représentation et inscrivent une forme elliptique en fer de cheval dans un volume rectangulaire couvert. La scène à l'italienne est typiquement surélevée, on le voit ici dans le théâtre, dans le petit dessin du théâtre San Carlo de Naples, est surélevée par rapport à la salle, avec un plancher légèrement incliné vers le public. Et en plus, elle est au centre d'un vaste volume qui est en grande partie invisible au public, puisqu'il y a toute la cage de scène où sont aménagés différents espaces techniques qui reçoivent donc toute une machinerie hein, pour permettre donc de produire des effets spéciaux ou décoratifs en fonction donc de la présentation et du genre de spectacle. Alors, de nos jours, on appelle encore théâtre à l'italienne, dans le monde entier, hein, nous appelons théâtre à l'italienne, tout ce qui peut se rapporter à un édifice théâtral conventionnel destiné à l'art dramatique.
Comme si finalement nous voulions un petit peu oublier ce qui fut à l'origine le théâtre à l'italienne, c'est-à-dire un lieu principalement destiné à l'art lyrique, à la danse, assujetti au goût du pouvoir et de la représentation. Et alors finalement, l'architecture, plus que tout autre art, est assujettie à la mode. L'architecture subit la mode ou la détermine. Mais notre architecte pour le théâtre donc de Rimini, le théâtre communal, puisqu'il y a même une évolution dans le nom du théâtre qui est vraiment, rien que le nom est fils de son temps et de son époque. Et on va l'expliquer. Cet architecte pour lequel, donc Luigi Poletti, pour lequel le théâtre de Rimini n'est point le dernier chant du cygne, hein, mais peut-être une sorte de renaissance, est un théâtre très innovant pour son époque. En 1841, lorsqu'il s'engage dans la construction d'un majestueux théâtre d'inspiration néoclassique, certes d'inspiration néoclassique, l'architecte se veut plutôt innovant. Il introduit des colonnes géantes, que l'on peut voir là, qui s'étendent sur 2 étages. Il introduit un vaste foyer dont là on ne voit qu'un petit détail, et il s'agit de la seule partie qui n'a pas été endommagée par la guerre. Il équipe le théâtre de Rimini d'escaliers spacieux et bien éclairés. Pourquoi? Son aversion pour le caractère monotone et répétitif, et on peut le voir là, des galeries et des loges, et son aversion pour l'exiguïté des espaces du poulailler tout en haut, typique de théâtre à l'italienne, l'amène à introduire de nombreuses nouveautés. Ces nouveautés portent notamment sur des solutions innovantes visant à garantir la sécurité et le confort. Autrement dit, le théâtre communal de Rimini, inauguré en 1857, est un théâtre où son architecte a essayé d'augmenter la qualité du être ensemble à théâtre, du vivre ensemble à théâtre. Alors, il y a un aménagement, un perfectionnement de l'acoustique qui sont possibles au vu de l'époque heureuse que la musique italienne traverse et qui se joue dans tous les théâtres de la péninsule, dont le carré royal est tracé par Donizetti, Rossini, Bellini, et notamment Giuseppe Verdi, qui représente l'apogée. Et alors, il y a 3 exemples qui paraissent hautement représentatifs de la modernité technologique de son concepteur, donc de Luigi Poletti, mais qui sont représentatifs aussi de son esprit créatif à la fois. Alors, pendant la campagne de fouilles archéologiques, je vais vous montrer après les photos, une citerne d'eau placée sous la Seine a été retrouvée. Elle devait servir en cas d'incendie. L'éclairage du théâtre, de sa place des rues avoisinantes, comportait un système d'éclairage au gaz. Or, le gaz, l'éclairage au gaz dans les théâtres, bon, se faisait à Paris, mais point à Rimini, qui était une petite ville. Et enfin, l'étude menée sur les dimensions des escaliers, sur les plans et les dessins qui ont été menés donc par les responsables du chantier sur les plans originaux de Luigi Poletti qui sont conservés dans la bibliothèque donc Poletti de Modène. Et finalement, les dimensions des escaliers font preuve d'une attention accrue à l'égard de la sécurité, de la gestion des flux des personnes. Or, le 8 mars 1843 fut posée la première pierre à l'édifice du théâtre. Le 3 juillet du 1843, date fétiche,
pour la ville de Rimini. Le premier établissement balnéaire de la ville avait vu le jour, hein, ouvrant ainsi la voie au binôme culture-tourisme. Un binôme indéniable, hein. Il est indéniable qu'un siècle et demi plus tard, cela marquera pour toujours le futur de la ville, hein, et on l'espère fortement pour la ville de Rimini. Or, l'ouverture fut solennelle, hein. Voilà, vous pouvez apprécier le programme de l'ouverture solennelle du nouveau théâtre communal en 1857 et en présence du maestro Luigi Giuseppe Verdi qui composa la pièce de Haroldo, pièce jouée uniquement donc pour l'ouverture solennelle du théâtre communale de Rimini. Alors voilà, le théâtre est un véritable emblème de la période romantique, un symbole de la rédemption et du réveil des idéaux d'unité et de renaissance nationale. On a cherché dans plusieurs documents et les historiens soulignent l'importance de comprendre pourquoi la municipalité de Rimini engagea une somme mirobolante. Pourquoi donc une ville qui n'atteignait pas les 30 000 habitants se dota d'un théâtre aussi imposant? Et le théâtre est vraiment fils de son temps, hein. Le théâtre incarnait profondément les ambitions de la noblesse, de la riche bourgeoisie locale, et donc c'était un véritable symbole de renaissance nationale, encore plus que locale. Le théâtre change de nom en 1859 et il portera le nom du roi Victor Emmanuel II, précisons II, jusqu'à 1947. Hein. Le roi Victor Emmanuel II était un roi très chéri, hein, un roi qui eut une grande importance lors de l'unification italienne. Or, le théâtre a fonctionné, a eu une activité florissante au bout de pendant 5 ans. Hein, on peut le voir ici donc dans cette carte postale donc sur phototypie qui retrace donc la vie, hein, donc autour du théâtre Victor Emmanuel II au tout début du XXe siècle. Et au bout donc de 100 ans d'activité florissante, le théâtre s'arrête le 28 décembre 1943. Or, précisément, il y a 100 ans avant, en 1843, la première pierre de l'édifice fut posée. En 1943, le théâtre s'écroule sous les bombardements des Alliés. Alors, voilà, hein. Suite donc au bombardement, la toiture de la salle et la scène s'écroulèrent, avec eux le balcon de la galerie fut emporté, ainsi que le parterre, les coulisses et le rideau de fer. L'imposant foyer, par contre, qu'on avait vu au tout début, voilà, voilà le foyer et la façade donc principale, voilà, restèrent intactes. Le théâtre fut par la suite objet de vandalisme, de dégradation. Absolument rien ne fut préservé de la décoration d'origine. De nombreuses parties en bois furent utilisées par les soldats, par la population pour faire face aux rigueurs de l'hiver. D'autres matériaux furent prélevés pour aider la difficile reconstruction de l'après-guerre. Et là, on a une autre vue sur le théâtre depuis une rue avoisinante qui montre donc l'énorme tas de grabats qui entourent le théâtre. Une digression historique s'impose. Alors, la ville de Rimini est carrément la porte de la plaine padane. Rimini se situe là.
est une ville charnière entre l'Italie du centre et l'Italie du nord, un emplacement stratégique de la ligne gothique, celle qui fut appelée la ligne gothique, une ligne de fortification organisée par le maréchal Kesselring et qui traversait de manière longitudinale donc l'Italie de la mer Adriatique à la mer Tyrrhénienne. Rimini fut bombardé à partir du 1er novembre 1943 jusqu'à sa libération, donc le 21 septembre 1944. Son taux de destruction, et cela est très important, est attesté à 82%. Il s'agit du taux le plus élevé qui fut enregistré parmi les villes italiennes avec une population dépassant 50 000 habitants. Alors, donc, lorsque en juin 1947, la nouvelle administration municipale de la ville de Rimini se réunit, le théâtre, encore une fois, le théâtre Victor-Emmanuel II, roi Victor-Emmanuel II, fils de son temps, subit activement un changement de nom. Étant persuadé, la municipalité, l'administration municipale de l'époque, que le théâtre célébrait les gloires du roi Victor-Emmanuel III, contaminé par le régime fasciste, le nouvel esprit démocratique de la nation estime fondamental d'effacer toute inscription ou tout nom qui renvoie au régime institutionnel qui s'est récemment terminé. Alors, le théâtre sera ainsi consacré à un citoyen local, un compositeur, mais un citoyen local, Amintore Galli. Et le théâtre s'appelle depuis le théâtre Galli. Les espaces qui furent épargnés par la guerre furent utilisés comme salon d'honneur, alors que l'absence d'un théâtre pesa lourdement sur la vie sociale. Nous rentrons dans notre troisième partie, dans la reconstruction du théâtre Galli, qui est un véritable parcours du combattant. Alors, l'un des plus illustres citoyens de la ville de Rimini, le cinéaste et réalisateur Federico Fellini, dans son ouvrage L'ami à Rimini en 1967, déclare qu'après la guerre, les habitants de Rimini fondent la ville à nouveau. Ils la bâtissent en pleine liberté. Ils la construisent pour ensuite la démolir soudainement. La traduction a été faite par nos soins. On peut déjà apercevoir qu'une partie du théâtre avait été démolie. Alors, une page importante de la reconstruction de la ville de la deuxième moitié du XXe siècle est liée à la municipalité qui dirigea sans interruption entre 1948 et les années 70. Alors, d'après le maire de l'époque, Rimini se démarque par sa négligence à l'égard de la récupération et du réaménagement de son patrimoine culturel, fortement compromis par la guerre, au vu de sa priorité d'assurer des structures hôtelières et des logements pour pallier la forte vague migratoire et la croissance démographique. Et en l'occurrence, en effet, la portion du théâtre épargnée par la guerre fut aménagée pour accueillir le conseil municipal à l'étage supérieur du foyer, alors que son rez-de-chaussée et toute une partie abrita le salon de l'hôtellerie. Et là, nous pouvons donc apprécier la construction de pavillons à proximité du théâtre qui avait déjà comporté donc la démolition de toute une partie qui avait été quand même épargnée par les bombardements. On se passe de commentaires. Alors, une triste période commence, un triste chapitre s'achève pour le théâtre, puisqu'il y a des formes d'emploi strictement et brutalement fonctionnelles, nous les avons définies ainsi, auxquelles le théâtre est destiné pendant de longues années. Alors, on peut voir que le théâtre est tapissé d'affiches publicitaires, aussi bien du côté de la rue Poletti que du côté de la place Malatesta. Alors que la loi de
1939 interdit d'afficher des panneaux et d'autres moyens publicitaires qui abîment l'aspect, le décor ou la jouissance des biens ayant un intérêt artistique, historique, archéologique. Toujours dans cette optique, hein, dans cette perspective fonctionnelle, le théâtre abrite le Salon du livre italien dans les années 60, mais la place sur laquelle s'ouvre le théâtre est réservée à un parking. Ou encore, il y a des formes de vie, hein, au quotidien qui se passent tout autour du théâtre. Là, on a une photo avec un stand de chalandise, mais finalement, le théâtre est destiné à rester fatalement muet. Jusqu'aux années 70, où le théâtre au Galles fut exploité comme salle de sport. Voilà, on peut apprécier ici la toiture qui a été construite expressément pour finalement abriter le gymnase municipal. Enfin, délaissé et abandonné, il paraît être voué à la dégradation urbaine. Et là, nous avons utilisé des photos plutôt récentes, remontant à octobre 2011. Il s'agit du détail des restes des couloirs d'accès aux loges. Là, dans la parabole du théâtre Galles aménagé en pavillon d'exposition et de surcroît en gymnase municipal, il faut remarquer l'emploi qu'on a appelé, qu'on a défini strictement et brutalement fonctionnel auquel a été vouée cette œuvre, tout comme les espaces des respectives salles, places Cavour et Malatesta qui l'entourent, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, et qui est exploité comme des parkings. Or, en 2011, s'impose la nécessité de mettre en place une nouvelle vision d'ensemble de la ville. Le patrimoine historique doit renouer avec la sauvegarde de l'environnement et de la mer pour renforcer sa fonction de producteur dynamique, de propulseur d'une qualité de vie et d'offres culturelles qui sont nécessaires pour permettre à la ville de Rimini d'accéder à une nouvelle vie. La sauvegarde de la mémoire, la sauvegarde du passé, la sauvegarde de l'histoire dans une ville où la dévastation de la Seconde Guerre mondiale a représenté un trauma considérable, se transforme, selon nous, en pilier de la reconstruction. Alors, il y a des interventions de la part des institutions nationales, régionales, municipales, qui établissent que le théâtre doit être reconstruit à la manière de l'architecte Poletti. Or, je cite le responsable, le project management, donc le responsable du projet et du chantier, l'architecte Francesco Amendolagine. Amendolagine dit que le théâtre Galli de Rimini est désormais le seul théâtre à l'italienne qui a été rebâti en Italie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à la manière de son concepteur, c'est-à-dire sur des rails, sur des voies, selon des plans vraiment du 19e siècle, mais avec toutes les attentions qu'il faut pour les nouvelles normes, bien évidemment. Or, on peut voir donc qu'un premier stade de fouilles archéologiques dans l'ancien gymnase, et notamment à l'emplacement du parterre, a permis de faire émerger les structures d'origine du théâtre, à savoir du 19e siècle, et qui englobaient le parterre même, et qui marquaient la limite de l'avant-scène, hein, là où il y avait le rideau de fer qui avait été donc détruit par les bombardements. Puis, il y avait des superpositions ultérieures qui ont montré des restes de bâtisses remontant une période comprise entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, des structures relevant du XIVe, XVe siècle, ainsi que des tombes qui remonteraient entre le XIIe et le IXe siècle après Jésus-Christ. Et enfin, ces terres archéologiques s'est également enrichies de la récupération des restes d'une basilique paléochrétienne. Or,
cet espace, maintenant, depuis 2018, conflue dans un musée souterrain pour lequel le principal problème de cet espace situé au-dessous du niveau de la chaussée porte sur le taux bien élevé d'humidité à cause de la présence d'une nappe phréatique. Or, pour pallier ce problème, toutes les salles d'exposition souterraines sont spécialement climatisées, donc il y a eu, ils ont été mobilisés, ils ont mobilisé d'énormes de grands spécialistes. Ici, on peut apprécier donc une vue aérienne de l'installation de barres métalliques pour supporter les murs périmétraux, les murs périmétraux temporaires nécessaires pour la réalisation des fouilles. Alors, et ici, il y a cette mise en place, donc on peut apprécier cette mise en place de barres métalliques qui sont destinées à soulager la structure de la pression qu'elle subit à cause du terrain environnant la surface de la fouille. Au vu de la profondeur de la fouille, à savoir 10 mètres, il a fallu donc mettre en place ce système pour contraster la pression exercée par le terrain. Et pour creuser en profondeur, il a fallu poser des murs périmétraux en béton armé qui ont été glissés dans le sol à 18 mètres de profondeur. Alors, pourquoi il a fallu creuser jusqu'à 10 mètres de profondeur? Parce qu'il a fallu réaliser 2 étages souterrains. Bon, déjà, ils avaient donc, selon la loi donc, de 1939, il est bien la superintendance. Mais en plus, n'oublions pas qu'il s'agit d'un théâtre. Et donc qui devait être réaménagé avec les normes donc, actuelles. Et alors, il a fallu creuser jusqu'à 10 mètres pour réaliser 2 étages souterrains, l'un pour loger le système de chauffage et d'autres installations techniques, et l'étage supérieur, par contre, pour abriter les loges des acteurs et des artistes. Or, ici, on peut également apprécier ce qu'en italien on appelle traslare, à savoir, dans cette opération très délicate, ils ont déplacé, pour poser les murs périmétraux, ils ont dû déplacer les anciens murs du théâtre, ce qu'on appelle en italien i lacerti polettiani, c'est-à-dire les restes, les anciens murs du théâtre, ceux qui avaient été épargnés par les démolitions successives et qui ont été ensuite remis en place. Donc, un travail énorme. Du point de vue, par contre, des intérieurs, alors, dans le souci de redonner au théâtre son ancienne splendeur, un travail minutieux de récupération des motifs décoratifs a été effectué sur la base des repères ayant survécu au passage du temps et de ses conséquences. Et encore une fois, rappelons des démolitions successives. Et là, on peut apprécier donc la rosace du plafond d'une loge et la visite, le détail d'une visite du chantier de la part des conseillers municipaux en 2017 avec donc une mise en place, un premier motif décoratif qui a été donc récupéré à partir des dessins de Luigi Poletti, puisque rien n'était plus en place. On l'a déjà bien dit. Et la recherche sur donc, le théâtre Galli a permis de valoriser l'enjeu et l'intérêt historique des théâtres de la région Émilie-Romagne.
Ce réseau de théâtre représente aussi bien par son nombre que par sa qualité un phénomène d'exception, non seulement au niveau national, mais aussi à l'échelle européenne aussi. Alors, la connaissance du système régional a permis de dépasser ces limites géographiques, identifiant dans tout l'espace de la plaine padane et dans l'Italie du centre, le noyau dur de toute l'activité de reconstruction des théâtres lyriques. Mais jusqu'à présent, seul le théâtre Galli a été vraiment reconstruit de manière philologique, là où il était, comme il était. Et le théâtre Galli, et là on peut apprécier donc une photo de l'intérieur, donc une vue du parterre, de la scène et des loges, avec et bien évidemment un petit détail de la forme typique en fer de cheval, donc de la salle de spectacle, a été défini, on l'a déjà dit, mais on le répète, comme l'exemple le plus élevé des connaissances techniques en matière de construction, l'exemple des expérimentations acoustiques les plus raffinées que son père, Luigi Poletti, a conçu, mais au lieu d'être vraiment le dernier chant du cygne, puisqu'il s'agit véritablement de la dernière œuvre de cet architecte, au lieu d'être donc le dernier chant du cygne de l'emploi du langage architectural et décoratif du néoclassicisme, il est vraiment l'exemple de la Renaissance, puisqu'il est là, resplendissant, donc là où il était, comme il était, heureusement, un fils de son temps, de l'architecture des années 2000 et et surtout donc d'une revalorisation du patrimoine et au lieu de se laisser aller à un modernisme et à un futurisme qui aurait cloché, permettez-moi l'expression, avec la place Cavour. Nous concluons que le théâtre Galli joue à nouveau, et il joue à nouveau véritablement, puisque la pièce Haroldo sera rejouée ces jours-ci pour la mémoire de Federico Fellini. Et la ville de Rimini, qui a connu un coefficient de destruction, on l'a dit et redit, lié aux événements belliqueux, attesté à 90%, 82%, une ville où le trauma de la guerre a conflué dans une sorte de table rase de sa mémoire historique et collective pendant de longues décennies, dont le théâtre Galli a été le témoin. Maintenant, le théâtre Galli, vraiment, est le monument de la mémoire, et monumentum, souvenir dérivé de monere, ricordare, se souvenir, donc est un monument, mais qui perpétue les souvenirs et qui a ouvert peut-être la piste de la valorisation des monuments, de la sauvegarde de la mémoire, du passé, de l'histoire, qui sont désormais l'un des moteurs de la culture de cette communauté, de la ville de Rimini et de son patrimoine collectif, qui donc a renoué avec le binôme culture, tourisme, et qui s'est frayé une nouvelle vie, un nouveau chapitre de son histoire. Et espérons donc avoir été suffisamment claire et exhaustive dans cet exposé. Merci. Merci, tiens.